Tous les jours dans mon cabinet, je reçois des hommes et des femmes qui viennent me parler de leur sexualité. Alors bien sûr, vous imaginez ce qui se passe dans l'intimité de leur chambre à coucher. Pourtant, la sexualité ne revêt pas seulement ce cadre-là, puisqu'il s'agit déjà de savoir ce qu'est être un homme, être une femme, et puis ce que cela entraîne dans nos relations les uns avec les autres, et puis ce qui se joue dans l'amour avant même que ce soit une histoire charnelle. Ce que je suis amenée à entendre se démarque considérablement de ce que nous pouvons entendre dans le discours ambiant, à savoir ce discours largement relayé par les médias, mais surtout relayé par nous, tant nous sommes friands de raconter nos aptitudes et nos performances et nos libertés. D'ailleurs, avouez, n'avez-vous jamais, au sortir d'un dîner, l'air un peu goguenard, rempli, gonflé de plaisir de vous révéler, dit bon, on va y aller, on a le 4e à faire. Ou encore, pour nous, la soirée ne fait que commencer. Ou encore, ah, désolé, devoir conjugal oblige. Mais avouez encore, avez-vous toujours fait l'amour en rentrant ? Ou vous êtes-vous laissé bercer dans les bras de Morphée ? Bon, nous n'allons pas faire le tour de tout ce que nous aimons les uns et les autres dire, tant nous aimons nous sentir beaux dans le regard des autres. Je vous propose plutôt des témoignages de 2 hommes et de 2 femmes qui participaient dernièrement à une émission télé et qui évoquaient leur liberté sexuelle. Il y avait un homme, quarantaine, divorcé, qui disait combien cette nouvelle situation pour lui offrait toute la possibilité de mesurer l'étendue de sa liberté sexuelle. Il cumulait les maîtresses, il en avait 7 en même temps, et il pouvait voir combien c'était justement d'être libre que de pouvoir d'abord décider de qui il voulait voir, quand il voulait les voir. Par ailleurs, il lisait beaucoup, il regardait beaucoup tout ce qu'il avait loupé toutes ces années de mariage, et donc ça lui permettait d'imaginer, de pouvoir essayer des trucs sympas avec chacune de ces dames. Et puis aussi, il disait combien, franchement, réduire sa vie à ne faire jouir qu'une seule femme, c'était bien dommage, et 7 était un bon nombre à son avis. Une autre personne, une femme, évoquait, elle, combien sa liberté sexuelle s'exprimait dans le fait de ne pas être encombrée de tous ces chichis, disait-elle, qui font la mise en place d'une relation. Elle estimait que dans la mesure où elle était dans l'envie de l'autre, et réciproquement, nul n'était besoin de se compliquer par des dragues inutiles, des cours inutiles. Ainsi, la liberté pour elle, c'était justement de pouvoir aller comme ça vers son désir et vers le plaisir de son corps, sans même s'encombrer de préliminaires. Une autre encore était mariée. Elle était toute excitée à l'idée d'être la femme parfaite pour son homme. Elle l'aimait tant. Donc il était important pour elle qu'elle puisse d'abord justifier de faire l'amour régulièrement, ce auquel elle s'appliquait, et puis de répondre assez volontiers aux envies de jeu et de scénario de son mari. Ainsi, il proposait d'introduire dans leur sexualité des sextoys, et même si ça n'était pas de son goût, voire même pas toujours du meilleur goût, pensait-elle, eh bien, elle s'y donnait de bon cœur, parce que, pensait-elle, pour être libre, eh bien, fallait-il oser justement dépasser un peu ses pudeurs et ses interdits. Un dernier, lui, entendait par liberté sexuelle la capacité à pouvoir répondre à toutes ses pulsions. Et il avait beaucoup de désirs. Ainsi, tous les soirs, il faisait l'amour à sa femme avec joie, et j'ose espérer réciprocité. Mais comme ça ne suffisait pas à son besoin, eh bien, il ajoutait également une vie de masturbation. Il le faisait au moins une fois par jour, comme tous les mecs, disait-il. Et puis, il y trouvait là-dedans et l'occasion de valoriser sa virilité et aussi de vérifier sa performance pour être, quand il rencontrait sa dame, au meilleur rendez-vous. Qui plus est, il avait le sentiment que cela le calmait parce que sinon, il était une boule de nerfs. Donc, à entendre ces témoignages, on peut se dire que finalement, la liberté sexuelle, ce serait, d'après eux, le pouvoir se libérer de toute morale, une sexualité libérée du rythme de l'autre,
libéré éventuellement de sentiments, d'émotions, de pudeur, et libre de s'essayer à tous les jeux ou jouets qu'offre notre société, sexy, glamour, coquin, porno chic, en vente libre pour le coup. Je repense à cette délicieuse phrase des adolescents, quand leurs parents leur posent une fois de plus l'interdit, menaçant, ils vous regardent et disent « Tu verras, quand j'aurai 18 ans, tu ne pourras plus rien m'interdire, je serai libre. » Est-ce à dire que la liberté, c'est l'ouverture vers tous les possibles? Et la liberté sexuelle, tous les possibles, de tous les emboîtements, de tous les scénarios possibles et inimaginables. Je pense à une patiente que je recevais et qui me racontait sa sexualité encombrée, timide, difficile, inquiète. Elle me disait en faire toujours un peu trop et lui désespérément pas assez. Ce qui donnait en fait dans leur sexualité que, très amoureuse de lui, tous les soirs, elle se mettait en train en se disant « il faut y aller, il faut lui plaire ». Il faut le satisfaire, sans trop savoir ce qui pourrait être ce qu'il attendait. Du coup, pleine de cette énergie un peu fabriquée, elle lui sautait dessus, des bisous, des caresses, une position, une main ici, une main là. Et ne voyant pas tellement son homme la rejoindre dans ce processus, elle se disait qu'elle avait fait fausse route et hop, une autre caresse, un autre bisou, une autre position. Et alors lui, comme un lapin dans les phares d'une voiture, il restait complètement médusé, ne comprenant pas très bien ce que cette femme voulait de lui, attendait de lui ou attendait elle-même, et n'osant pas poser le moindre geste qui puisse être inconfortable pour elle ou jugé par elle, il restait totalement interdit. L'un et l'autre, dans une espèce de glissement vague, tombaient dans le sommeil. Un jour, lors d'une séance, elle me raconte une scène de la vie quotidienne auquel elle est régulièrement confrontée, et son mari également, qui illustrait tellement merveilleusement ce qui se passait dans leur sexualité. La scène était au supermarché, aller faire les courses pour le dîner du soir. Quand elle rentrait dans ce supermarché, tout d'un coup, elle était prise de stress. Des rayons, des paquets, tous plus beaux que les uns que les autres, des étiquettes qui promettaient le meilleur repas, la meilleure cuisinière, leur dîner glamour. Et elle, prise de panique dans tout ce choix, ne sachant pas bien définir quel était son désir de l'instant, alors pensez donc son désir du soir, quel était ce qui pouvait le mieux se mêler avec ce qui restait encore dans le frigo, et pire encore, quel était ce que son amour, son mari pouvait attendre. Paniquée, elle remplissait son panier de courses, mettait tout et n'importe quoi, sans queue ni tête, et puis elle espérait que le soir venu, peut-être, elle trouverait la convergence entre son désir, le frigo, et le désir de son mari. Quand le mari était de course, les choses étaient à peu près similaires en termes de stress. Il arpentait les rayons, regardait tous ces paquets annonçant les meilleurs repas, mais lui, complètement inquiet à l'idée du choix qui ne serait pas le bon, il finissait par repartir ou les mains vides, ou avec un paquet de chips ou un paquet de chewing-gum. Autant vous dire, deux idées tout à fait saugrenues au vu du repas du soir. Donc évidemment, quand elle me disait « j'en fais trop, lui pas assez », je lui expliquais que peut-être les choses n'étaient pas très différentes pour l'un et pour l'autre, chacun imaginant l'inquiétude quant à ce qu'il pouvait révéler de lui-même, qui ne serait peut-être pas en concordance avec ce que l'autre pouvait attendre. Dans un cas, elle proposait des milliards de choses, mais sans les incarner. Dans l'autre, lui, restait interdit, attendant ce qui lui permettrait de comprendre ce qu'elle pouvait attendre. Je trouve que cette situation est intéressante parce qu'elle pose la question de ce que veut dire la liberté. Si la liberté, c'est l'expression d'un désir personnel, peut-être faut-il commencer par savoir dire non. Non, sans lequel le oui n'a pas de sens. Non, ce tout petit mot de rien du tout, pourtant si difficile à exprimer, tant les enjeux qui sont à l'œuvre nous mettent face à notre plus grande ambivalence. Imaginez, il nous faudrait pouvoir dire non au groupe social,
à ce que la société attend de nous. Cette société dont je veux faire partie, dont j'attends la reconnaissance, comment puis-je oser me démarquer par mon rythme différent, mes goûts, mes dégoûts, mes possibles, mes impossibles, sans risquer de me sentir anormale? La normalité étant généralement entendue au sens du plus grand nombre, ou plus exactement de ce que je crois que vit le plus grand nombre, et je veux être de cela. Il me faudrait également oser dire non peut-être à l'autre, cet autre que j'aime, que je désire, et dont je veux être aimée et désirée en retour. Comment ne pas oser être la réponse immédiate ou quasi immédiate sans risquer de ne pas obtenir la relation et la qualité de cette relation attendue? Comment oser dire ou faire quelque chose qui puisse le frustrer, alors que tout en moi tend vers la satisfaction de l'autre pour lui prouver mon amour? Et puis, il me faudrait aussi peut-être dire non aux miens, ma famille, mes parents par exemple, ce qu'ils ont dit de moi, ce que j'étais, ce que je devais être, ce que voulait dire pour eux être homme, être femme, mes possibles, mes impossibles, toujours d'après eux. Enfin, toutes ces petites injonctions qui ont participé de mon éducation et auxquelles, consciemment ou inconsciemment, je veux être fidèle, tant je me définis par cette appartenance. Donc en fait, il nous faudrait pouvoir dire non à ce que j'imagine que l'autre attend de moi et à mon besoin viscéral de plaire à l'autre et aux autres. Et on voudrait que ce soit facile. Pouvoir dire non, c'est ouvrir le champ des possibles. Et quand ce non n'existe pas, quand il est difficile à installer, faut-il s'étonner que notre psychisme mette en place d'autres mots? Cette fois-ci, pas des mots MOT, des mots MAUX. Ces petits symptômes qui viennent nous enquiquiner la vie, symptômes sexuels ou plus largement, symptômes handicapant notre relation à l'autre. Ces symptômes qui vont mettre l'autre à distance, empêcher la relation, ou encore me prévenir que je ne suis pas dans mon axe, que je ne suis pas dans la révélation de moi-même, mais dans une répétition de schémas hérités dans lequel je me sclérose. Donc la liberté, si on imagine que la liberté sexuelle, c'est de pouvoir se libérer des enjeux de la relation à l'autre et également de mon histoire personnelle, ce serait vouloir la libérer de tout ce qui fait mon humanité, de tout ce qui fait que, contrairement à un robot, nous sommes des êtres ambivalents, sans cesse bousculés par nos contradictions et par nos émotions. La liberté ne peut faire l'économie de nos limites. Au contraire, c'est dans le respect de ces limites que nous cheminons et grandissons. Néanmoins, il nous appartient à chacun d'entre nous de repérer ces limites et de les comprendre, afin de pouvoir mieux nous cerner dans notre singularité et ainsi pouvoir nous révéler et nous abandonner à l'orée de l'autre. Je vous remercie.